Bonjour à tous, mais je ne sais pas si là la connexion s'est bien déroulée pour tout le monde. Donc je suis Lionel Groussin, donc je suis très très content d'accueillir l'ensemble des présentateurs et présentatrices de ce webinaire organisé par la SFE et le GRT. Et donc le conseil scientifique a prévu un programme excessivement intéressant avec de la multidisciplinarité, l'endocrinologie, la médecine interne et la pédiatrie. Et donc nous allons aborder différents sujets et je vous propose en fait de commencer par un sujet de médecine interne qui va être présenté par le professeur Julien Haroche, qui est un grand, grand spécialiste de toutes les maladies de médecine interne et en particulier de celles qui intéressent beaucoup les endocrinologues. Et donc, Julien Haroche travaille à Paris à la Pitié-Salpêtrière et il a gentiment accepté de parler d'une maladie qui pourrait avoir des implications endocrines et particulièrement thyroïdiennes, donc les maladies à IgG4. Et donc, je vais tout de suite lui passer la parole et ça va être une introduction générale sur ce concept des maladies à IgG4. Et ensuite, ce sera Philippe Caron de Toulouse qui prendra la parole pour donner une vision plus spécifique autour de la thyroïde. Julien, je pense que tu peux prendre maintenant la main et commencer Ok, à- à discuter. alors bonjour à tous. Vous m'entendez ou pas? Moi, je t'entends parfaitement. Ok. Eh bien, effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que ça va surtout ouvrir pas mal Enfin, c'est encore un sujet qui est très débattu, notamment pour les aspects endocriniens. Et je suis pas particulièrement spécialiste je suis plutôt effectivement interniste et spécialiste des histiocytoses, mais ça m'a permis de m'intéresser à une autre maladie qu'on voit parfois dans le service, qui est donc la maladie associée aux IgG4 et qui fait partie des pathologies infiltratives et fibrosantes associées aux IgG4. Alors c'est une histoire qui commence il y a un moment déjà, puisque Mikulits a décrit cette infiltration des glandes salivaires il y a plus de 100, presque 150 ans. Et puis Sarl a décrit une autre atteinte endocrine qui était l'atteinte inflammatoire sclérosante du pancréas en 1961. Les corticoïdes ont été montrés comme étant efficaces il y a une trentaine d'années. Il y a eu les premiers essais qui ont été publiés dans le New England avec les pancréatites auto-immunes. C'était des séries essentiellement japonaises. Le contexte le- la fibrose rétropéritonéale avec les plasmocytes IgG4. Et puis ensuite, les premières conférences de consensus sur la maladie à IgG4 à partir de 2011. Et puis une classification, les critères de classification sur lesquels je vais revenir, ACR, ELAR, il y a maintenant 5 ans. Alors, c'est un peu le concept des aveugles et de l'éléphant, hein. Il y a à la fois donc Mikulits, avec ces tableaux qui sont extrêmement parlants sur le plan euh, clinique, et puis de l'autre côté, les pancréatites sclérosantes lymphoplasmocytaires ou pancréatites auto-immune, et puis ce que j'aborderai plutôt vers la fin du topo, l'overlap éventuel entre RIDEL et IgG4. Et puis ce qui, moi, m'intéressait plus en tant qu'interniste et pour les aspects finalement qui pouvaient rapprocher la fibrose rétropéritonéale avec la maladie d'Erdheim-Chester en l'occurrence. Donc en fait, il y a eu énormément de progrès après 2020, hein, après ces critères ces critères de classification ELAR, ACR, euh, les traitements et puis différentes cibles thérapeutiques et un petit peu de physiopathe. Donc en fait, la maladie associée aux IgG4, faut y penser souvent, mais diagnostiquer prudemment. Et vous voyez que depuis une trentaine d'années, il y a 2800
Enfin, ça, c'était d'ailleurs fin 2023 et je pense qu'il y en a, j'ai pas fait la biblio depuis début 2024, mais en gros, 2800 articles. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'ère Chester, c'est 1300 publiés depuis 1930. Donc, il y a eu une explosion, c'est devenu une maladie vraiment à la mode et très étudiée au cours des dernières années. Alors, la publication vraiment importante sur les phénotypes cliniques des maladies, de la maladie associée au IgG4, qui est vraiment un consortium international, c'est ce travail avec, vous voyez, il y a 493 patients qui ont été inclus dans cette série. Et tout de suite, vous voyez différents phénotypes qui vont se dessiner, l'atteinte du pancréas, des voies biliaires et du foie, l'atteinte du rétropéritoine, l'atteinte des glandes lacrymales, glandes salivaires et puis les néphropathies tubulo-interstitielles. Je vous parle là des plus fréquentes et on va voir un petit peu comment ces maladies enfin, ces différents phénotypes peuvent s'associer entre elles. Alors le groupe 1, tout en sachant que dans ce travail, il y a eu une cohorte de dérivation qui a permis de valider un petit peu ce clustering. Alors, vous avez les atteintes pancréato-biliaires avec essentiellement l'atteinte du pancréas, foie, voie biliaire. Ensuite, vous avez l'atteinte du rétropéritoine et de l'aorte, que ce soit l'aorte thoracique, abdominale ou cette fibrose rétropéritonéale. Ensuite, vous avez le groupe tête et cou, qui est en général un peu plus limité. Et puis le syndrome de Mikulicz avec des atteintes extrêmement systémiques, enfin, avec beaucoup de signes généraux plutôt. Et c'est en général ceux-là qui vont avoir des taux élevés d'IgG4 dans le sérum. Ça, c'est la cohorte de dérivation. Et vous voyez que donc le groupe 3 que je vous ai montré ici, et le groupe 4 avec le Mikulicz et les signes systémiques, qui en général ont les taux d'IgG4 dans le sérum qui sont les plus élevés. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est issu de la même publication. Donc, en général, les patients blancs, c'est ceux qui ont l'atteinte pancréato-hépatobiliaire et c'est en général ceux pour lesquels le délai diagnostique est le plus court. Ensuite, vous avez ceux qui ont une atteinte du rétropéritoine et de l'aorte. En général, ont des taux d'IgG4 dans le sérum qui est plus bas et c'est pas seulement, mais c'est le plus souvent quand même des patients blancs. Ensuite, vous avez tête et cou. Ça, c'est surtout les patients d'origine asiatique et c'est plutôt des femmes. Et puis, ceux qui ont les taux le plus élevés d'IgG4 dans le sérum, avec des syndromes de Mikulicz et des syndromes, des signes systémiques assez fréquents. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, un Mikulicz typique, une atteinte pancréatique, l'atteinte du rétropéritoine et des pieds longs, enfin des cavités urétérales. Ce qui est intéressant, donc un signe, donc ça c'est typiquement ce qu'on peut voir dans une fibrose rétropéritonéale idiopathique, et on ne peut pas faire la différence entre ça et un IgG4. En revanche, on peut tout à fait imaginer que ça n'est pas une maladie d'Erdheim-Chester parce que le pôle postérieur de l'aorte ici est respecté dans cette fibrose. Et puis, il n'y a pas vraiment l'aspect d'infiltration périrénale, mais qui peut également se voir dans un IgG4. Et puis, les atteintes hépatobiliaires. D'autres signes qui peuvent être éventuellement vus et qui peuvent être, qui sont en général un peu moins fréquents, les atteintes rétro-orbitaires, des atteintes cutanées, des atteintes cardiaques, enfin péricoronaires, et des atteintes pulmonaires. De façon plus anecdotique, mais qui sont de plus en plus décrits, des formes méningées, des infiltrations méningées qui sont en général vues lorsque les IgG4 sont normales dans le sérum. Il peut y avoir des atteintes extraméningées avec des atteintes spinales et puis également des formes cérébrales, mais c'est quand même
beaucoup moins fréquent. Ça fait partie de ces nouvelles entités qui ont été décrites. Et puis, par analogie, des formes thoraciques également, des atteintes thoraciques avec des atteintes bronchodovasculaires, des atteintes interstitielles et d'une fibrose rétromédiastinale. Mais ça, c'est vraiment extrêmement anecdotique. Mais il y a de plus en plus de patterns pulmonaires qui sont décrits dans ces maladies à IgG4. Alors, comment on fait le diagnostic? Alors ça, c'est quand même assez compliqué. Donc, vous pouvez bien évidemment vous aider de l'électrophorèse des protéines sériques et puis demander le dosage sérique des IgG4 qui se fait maintenant vraiment partout. Et le cut-off, c'est supérieur à 5 fois la normale, enfin, 5 fois la valeur supérieure de la normale et qui en fait en tout cas, c'est 1,35, je crois, grammes par litre. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas cette élévation des IgG4 sériques. Et vous voyez que suivant les séries, c'est 20 à 50%. Il y a des faux négatifs. Il y a une valeur prédictive positive qui n'est que de 34% dans ce papier qui avait été publié dans ARD il y a une dizaine d'années. Et donc, il y a aussi des anomalies biologiques évocatrices qu'il faut connaître. Il peut y avoir une éosinophilie qui est modérée. Le complément peut être abaissé, les IgE total peuvent être augmentés. La CRP est en général relativement peu élevée et vous allez avoir ce ratio IgG sur IgG4 qui peut également vous aider. Il y a également l'apport du typage des sous-populations lymphocytaires et en particulier le marqueur CD138 qui peut vous aider. Alors, l'intérêt de ces critères ACR-EULAR 2019, c'est que vous voyez que le premier point, c'est un critère d'entrée. Est-ce que oui ou non, j'ai une atteinte d'organe clinique ou radiologique typique avec une infiltration ou une masse pseudo-tumorale ou bien une documentation histologique avec une infiltration lymphoplasmocytaire dans un de ces organes. Si c'est présent, vous passez à l'étape 2 et après, vous avez plein d'éléments qui doivent être réponse non, c'est-à-dire c'est totalement atypique si vous n'avez pas de réponse aux corticoïdes. Je vais passer un petit peu sur les critères biologiques. Je vais vous montrer, c'est des espèces de red flags qui doivent vous faire penser que ça ne peut pas être une maladie associée au GG4. Des choses qui vont plutôt vous faire penser à d'autres choses, en particulier une atteinte bilatérale et symétrique des os longs qui va plutôt coller avec un RDM-Chester. De la vascularite nécrosante, par exemple, ou des choses qui vont vous faire penser à une néoplasie dans l'histologie. Donc tout ça, ça doit vraiment vous faire penser à quelque chose qui n'est pas une MAC4. Et puis, le Castelman multicentrique, la maladie de Crohn, ou bien la thyroïdite de Hashimoto, si jamais, je dis bien si jamais, la thyroïde est le seul organe atteint. Et puis ensuite, vous allez avoir les critères histologiques. Il y a deux critères histologiques qui collent vraiment, qui vous donnent vraiment beaucoup de points dans ces critères. C'est la fibrose storiforme et les phlébites oblitérantes bien évidemment l'infiltrat lymphoplasmocytaire. Les IgG4, je vous ai déjà dit si c'était supérieur à 5 fois la normale. Et puis après, vous allez avoir plusieurs des éléments atteintes des lacrymales, poumon, thorax, pancréas, voie biliaire, le rein, le rétropéritoine. Et si vous arrivez à un score qui est supérieur à ou égal à 20, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez penser que vous avez une maladie à IgG4. Donc, c'est des critères de classification. Ici, le ratio, en fait, les données d'immunohistochimie pour le marquage IgG4, c'est le nombre de plasmocytes IgG4 ou le ratio qui doit être supérieur à 50%. Et donc ça vous donne également des points. Et ça, c'est pas toujours quelque chose qui est accessible en pratique, enfin, que vous pouvez obtenir auprès de vos anapathes à partir des biopsies dont vous disposez. Là, je vous rappelle également dans cette même publication l'importance de la fibrose storiforme ici et de la phlébite oblitérante. Alors, les red flags,
Si vous avez de la fièvre, pas de réponse aux corticoïdes, notamment si vous donnez 40 mg de cortencil pendant plus d'un mois et que ça ne marche pas, ben, ce n'est pas une MAC4. Une éosinophilie supérieure à 3000, des anticorps anti-PR3, une cryo, un lupus anticoagulant, tous ces signes-là, ou alors leucopénie, thrombopénie, tout ça, ça va contre. Bien évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la fixation des os longs, des choses concernant le cancer, et puis des maladies que je vous ai listées tout à l'heure. Et là, vous avez une liste encore non exhaustive. Tout ça est dans, dans une publication qui avait été établie par le premier groupe de travail qui s'était intéressé aux maladies associées aux IgG4. Alors, en termes de traitement, bah, les corticoïdes, ça marche bien. Il y avait eu cet essai contrôlé où les patients étaient mis sous corticoïdes et c'était essentiellement des patients qui avaient des pancréatites auto-immunes et qui rechutaient à l'arrêt du traitement. Et en termes d'épargne cortisonique, pendant un moment, on donnait du méthotrexate qui peut éventuellement, qui marche encore, mais ce qu'on fait maintenant, c'est surtout, il y a eu plusieurs essais qui ont été, qui étaient ou des essais en induction, en entretien, avec des schémas J1, J15, c'est le rituximab. Et maintenant, on a tendance à réinjecter les patients, éventuellement ou bien quand ils rechutent, ou bien quand ils ont un peu comme sur le modèle qu'on fait pour les vascularites en cas. Mais en général, on ne va pas au-delà de 2 à 3 ans de rituximab. Il y a pour des patients âgés, il y a de plus en plus de cliniciens qui se passent des corticoïdes dans un premier temps, enfin qui discutent le rituximab assez rapidement. Il y a beaucoup d'autres voies qui ont été, beaucoup de nouvelles cibles thérapeutiques qui ont été, qui sont en cours de développement, avec finalement assez peu de choses extrêmement, enfin, aussi probantes que le méthotrexate, en dehors de l'obexelimab, c'est l'anti-CD19, parce que il permet une déplétion, notamment des plasmablastes. Et donc, vous voyez qu'il y a au moins 5 essais des essais qui sont en cours, mais finalement, rien qui a été extrêmement, enfin, qui a permis de remplacer le rituximab. Alors, pour avancer un petit peu sur les aspects endocriniens et l'overlap avec les IgG4, donc il y a eu deux publications il y a une dizaine d'années sur Hashimoto et Ridel, ou des variants fibreux du Hashimoto. Et les taux sériques d'IgG4 étaient élevés, en fait, sont élevés dans 30% des patients avec Hashimoto. Les patients avec Hashimoto ont un taux élevé d'IgG4, ont parfois des signes échodoppléaires de fibrose plus prononcés que ceux qui ont des IgG4 normaux. Et finalement, la proportion de patients avec Ridel ou de Hashimoto dit fibreux et taux élevé d'IgG4 ou d'IgG4 dans les quelques biopsies euh, de thyroïde est finalement très débattue. Alors, il y a un lien, en fait, finalement, il y a un lien entre maladie à IgG4, périaortite et aortite. Et les collègues italiens avaient publié dans cette revue il y a une dizaine d'années euh, 73 patients qui avaient des périaortites chroniques versus des contrôles. Et ils avaient vu que les seuls éléments intéressants en termes de localisation auto-immune spécifique d'organes, c'était la positivité des anti-TPO dans 25% des patients. Et 70% de ces patients avaient des aspects échographiques pour le Hashimoto. Alors, toujours dans cette même publication, ils avaient pris les patients qui avaient des anti-TPO qui étaient positifs, et vous voyez que ils avaient, euh, ils avaient un peu plus d'élévation des IgG4 versus ceux qui étaient négatifs. Enfin, ce n'est pas non plus vraiment significatif.
ils avaient un petit peu plus d'auto-immunité. Et en fait, les 4 patients qui étaient inclus dans cette étude et qui avaient eu une thyroïdectomie, ou alors qui avaient un Riedel ou un Hashimoto, ils avaient le ratio IgG4, enfin, ils avaient un ratio IgG4 qui était supérieur à 30%. Donc, un petit signal là-dessus, mais rien de très probant. Ensuite, si on prend les autres, donc je vous ai parlé du pancréas, thyroïde, maintenant l'hypophyse, hypophysite et IgG4. Cette série qui a été publiée il y a plus de 10 ans, 170 patients consécutifs qui avaient un pan-hypo ou un diabète insipide, donc 115 hypopituitarisme, 17 cas de diabète insipide. Ils excluaient 116 patients pour lesquels ils avaient une cause autre, essentiellement le Chian ou une interruption de l'axe pituitaire. Ils ont enlevé encore 22 cas qui avaient une déficience en ACTH. Et après, ils se retrouvaient avec ces 32 cas et ils regardaient ceux qui avaient des IgG4 élevés, un autre organe infiltré, ou alors une définition histologique de maladie à IgG4. Et ils se retrouvaient avec 7 cas, dont un hypopituitarisme, 2 diabète insipide, et puis 4 cas de pan-hypo. Ça, c'était leurs 7 cas, donc qui sont décrits ici, avec, vous voyez, certains patients qui ont des atteintes extrêmement systémiques, avec des miculites, d'autres qui semblaient un petit peu plus localisés. La plupart avaient bénéficié de corticostéroïdes. Ça parlait pas trop à ce moment-là de rituximab. Et voilà, essentiellement sur la description de leurs 7 cas avec une hypophysite associée aux IgG4. Donc ça, c'était toujours les 7 cas qu'ils avaient analysés, avec la plupart du temps la disparition de l'hypersignal pituitaire, de la fausse, enfin postérieure, en fait. Et voilà, sur les 7 cas. Ensuite, il y a une autre série qui avait été publiée dans Pituitary, mais où il parle finalement très peu d'IgG4, puisque c'est rétrospectif sur 17 ans. Il y a 21 hypophysites, et en fait, il n'y a qu'un seul patient qui a IgG4. Il y a également, là-dedans, ils décrivent euh, euh, 16 patients qui vont avoir une atteinte granulomatose. Donc, c'est en fait assez décevant en termes de j'ai une hypophysite en lien avec l'IgG4. Donc, pour conclure, c'est une maladie qui souvent, enfin, qu'on évoque très souvent, en particulier en médecine interne et en gastroentérologie et dans la plupart des spécialités d'organes. C'est certainement une pathologie multidisciplinaire. Il y a la plupart du temps pas d'urgence à traiter. Il y a des risques de rechute et il faut le plus rapidement possible bon, arriver au diagnostic et arriver à avoir une épargne cortisonique. Et il y a extrêmement peu je crois que j'ai connaissance de 2 ou 3 séries endocrinologiques. Et je voudrais aussi remercier chaleureusement Nicolas Schleinitz, qui coordonne le centre de référence des maladies à IgG4, qui est à Marseille, et Augusto Vaglio, qui est néphrologue de formation, qui travaille à Florence, à la fois sur les histiocytoses, mais qui est également spécialiste des atteintes des fibroses rétropéritonéales et plus particulièrement des maladies associées à IgG4. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. C'était très, très passionnant, très éclairant pour nous, endocrinologues. Alors, je ne sais pas comment on va procéder. Normalement, bah, Philippe Caron devrait pouvoir, je pense, présenter. Pour les questions, peut-être qu'on pourrait les faire à la fin, si tu es d'accord, Julien. Ouais, ouais, pas de problème. Pas de problème. Donc, Euh, ouais. je ne sais pas, Euh, moi, si je suis connecté. Tu as l'air, enfin, je vois moi affiché fin du diaporama. Donc, je ne sais pas si tu peux partager ton diaporama, Philippe. J'essaye et ça ne marche pas. Alors, il faut que la régie nous aide.
Ceci dit, peut-être Ouais, en attendant qu'on installe, je peux te poser une question, Ouais, Julien? bien sûr, bien sûr. Euh, je crois qu'il y a eu des progrès énormes qui ont été faits, qu'on fait dans la compréhension de l'Erdheim-Chester. Et est-ce que c'est un peu la même chose dans les maladies à IgG4 ou est-ce que ça reste une grosse boîte noire où on ne comprend pas très bien la physiopathologie de cette Alors, maladie? je pense qu'on la comprend mieux. Si, il y a beaucoup de travaux en cours, notamment sur le plan immunologique, mais il n'y a pas de. euh, je pense qu'il n'y a pas eu d'avancée aussi spectaculaire qu'il y a eu dans le champ des histiocytoses avec l'activation de la voie des MAP kinases, par exemple. Donc, et alors, ce qui est effectivement, c'est pour ça que ce qui est assez piégeant, c'est qu'il y a un certain nombre de maladies d'Erdheim-Chester, genre c'est enfin, 10, 15, 20%, qui peuvent avoir effectivement un peu plus, un peu trop de plasmocytes IgG4 au sein des biopsies d'Erdheim ou qui vont avoir de l'IgG4 dans le sérum, mais c'est pas pour ça que c'est une maladie à enfin, c'est pas une maladie à IgG4. Mais non, non, c'est il y a eu beaucoup d'avancées, mais je pense qu'elles sont moins spectaculaires que dans le champ des histiocytoses. Et surtout il y a pas il y a pas l'activation de la bonne kinase, quoi. Et puis bon, c'est pas ça fait pas partie tout à fait des mêmes maladies, quoi. Hmm. Voilà. ouais. Je suis Tu as bien désolé, insisté. excusez-moi, je Oui? vous interromps, parce que j'essaie de résoudre le problème du professeur Caron, là, qui n'arrive pas à partager sa présentation. Vous ne pouvez pas le faire depuis un autre ordinateur ou quelque chose, parce que là, je ne sais pas trop comment vous aider en fait à distance. Non, pour l'instant, moi, j'ai qu'un ordinateur. D'accord? Euh, donc, vous avez réessayé là de procéder au partage. Est-ce que vous avez reçu mes messages? Ah non, pas du tout. Vous m'avez envoyé quoi? Dans le chat ici ou Non, non, par mail? j'ai utilisé votre mail que D'accord, vous avez envoyé à 12h11 là. d'accord. Alors attendez, ok. Continuez la conversation, s'il vous plaît, pendant Petite question, que je si regarde quelqu'un les veut emails. poser des questions, il Ouais, peut ouais, les poser allez-y. dans le chat, hein. Donc, petite information, les gens qui veulent essayer de poser des questions, je crois que vous pouvez les poser dans le chat. Je ne sais pas si Julien, tu vois apparaître des questions. Pour l'instant, Non. moi, je n'en vois pas. Non. Et peut-être pour rester sur la discussion, bon, tu as insisté sur le fait que le diagnostic n'est pas toujours simple. Donc, il y a à la fois un mix entre la biologie, le dosage des JG4 et puis de l'histologie. Ouais. Assez souvent, nous, si je reviens sur le côté endocrino, bah, on n'a pas d'histologie. Et donc, comment est-ce qu'il faut naviguer quand on n'a pas les deux aspects? Et une question complémentaire, c'est dans quelle situation, toi, tu pousserais fortement un endocrinologue à demander un dosage des IgG4? Je dirais c'est à la fois quand il y a un dosage, c'est à la fois quand tu as la présentation clinique et enfin, quand tu as les organes typiques là, que j'ai montré. Mais par exemple, je sais pas, enfin, je pense que maintenant, depuis quelques années, quand vous avez un Riddle, même si c'est extrêmement rare, tout de suite, vous pensez à IgG4 et, et je pense, enfin, tous les Riddle doivent avoir à un moment donné ou une exérèse ou, enfin, je sais pas, non, vous enlevez la thyroïde enfin, ou c'est impossible à enlever. Non, non, c'est pas systématique. Bah, Philippe, tu peux Oui, commenter, puisque... Vas-y, Philippe. oui, loin de là, l'indication de la chirurgie thyroïdienne qui était connue antérieurement n'est plus actuellement de mise du fait des progrès du traitement médicaux. Ouais. Et donc, à l'inverse, est-ce qu'on pourrait dire que chez un patient qui a une thyroïdite de Riedel, est-ce qu'un dosage de IgG4 élimine le diagnostic? Non. Non, ça élimine pas. Non, ça élimine pas. Mais ceci Mais dit, enfin, je pense, est-ce que c'est un critère qui va pouvoir nous guider pour la prise en charge thérapeutique? bah oui, c'est-à-dire que je pense que si on a un Riedel ou une suspicion de Riedel oui, enfin, surtout de Riedel, et un dosage d'IgG4 qui va être à 4 grammes, je parle vraiment de valeurs qui sont à 10, 15 fois, enfin, qui sont donc des valeurs qu'on voit dans les maladies à IgG4, pas le 1,4 ou je sais pas quoi. Si on a ça, là, ça donne vraiment envie. Enfin,
oui, je pense qu'à ce moment-là, ça va peut-être pousser pour aller euh, à penser qu'on est dans le cadre de ces maladies associées aux IgG4. Après, Et, euh, euh, non, mais peut-être essayer de faire à partir du moment où les patients ont eu euh, ouais, enfin, pas pour les nouveaux ridelles, mais pour les anciens ridelles, j'imagine que vous devez avoir de la congélation ou des choses comme ça. Il faut peut-être regarder sous l'angle infiltration plasmocytaire et ratio, voir s'il n'y a pas des signes de maladies associées aux IgG4 dans ce que vous avez en congélation parce que, enfin même pas en congélation. D'ailleurs, les blocs, c'est possible, quoi. mais est-ce qu'un taux d'IgG4 peut être un élément d'orientation pour la prise en charge thérapeutique, corticoïdes, tamoxifène ou rituximab? Non, alors le tamoxifène, on ne le fait pas là pour le maladie IgG4, on fait plus de tamoxifène. Et on fait pas, d'ailleurs, le tamoxifène ne se fait même plus dans les fibroses rétropéritonéales dites idiopathiques. Il y avait eu le très bel essai qui avait été publié par Augusto Baglio il y a 10-15 ans maintenant, c'était un Lancet, dans lequel il avait montré très clairement que ça marchait pas. Donc, non, le tamox, on fait plus. Je pense que quand c'est très élevé, de toute façon, je pense que quelqu'un qui n'a pas de comorbidité, il faut commencer avec les corticoïdes. Et c'est d'ailleurs un test diagnostic qui est en général assez fort pour penser qu'on est vraiment face à une maladie associée aux IgG4. Après, j'essaye je pense pas que ça permette de différencier est-ce que c'est corticoïde, est-ce qu'on passe rapidement au rituximab. Voilà, je pense que dès qu'on va baisser En fait, il faut faire les corticoïdes et quand on baisse, si jamais ça rechute, il faut aller rapidement au rituximab. Et pour les cas de fibrose rétro-orbitaire isolée, je pense que ça doit être très rare. C'est un peu comme les masses méningées ou les pachyméningites associées au GG4. C'est des signes, enfin, c'est vraiment plus rare que ce que je vous ai montré. Voilà, j'ai pas de chiffre en tête, mais il faut avoir à ce moment-là, je pense, une histologie solide et être sûr qu'on a éliminé tout le reste, quoi. D'accord. Juste une petite Ouais. question complémentaire sur Ouais. la physiopathe. C'est une maladie considérée comme monoclonale au niveau... Non, 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 non? non, 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 c'est pas monoclonal. Non, 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 il y a pas c'est pas monoclonal. D'accord, ok. Donc, tu as répondu à la question de Solange qui était dans le chat. Donc, si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, on n'en voit pas apparaître. Je ne sais pas si au niveau de la régie, on a pu résoudre le problème de la projection pour Philippe Caron. Et Pas écoutez, pour non, je l'instant. suis navré, je vois, bon, je suis dans l'incapacité de résoudre ce problème à distance si ça vient de l'ordinateur, en fait. Euh, Bon, ça ne vient pas de je ne peux pas l'ordinateur, hein, prendre la parce main que dessus. Et Philippe, est-ce que tu peux le mettre sur un partage de fichiers lourds pour que quelqu'un puisse le Ben, récupérer? c'est ce que j'avais proposé, ouais. Peut-être à ce j'ai moment-là, ce qu'on essayé, mais peut... c'est trop lourd. D'accord. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est... Non. Oui. C'est-à-dire, quand vous dites trop lourd, professeur, c'est-à-dire C'est 45, euh, 50. méga? Ouais. Ouais, envoyez-le nous par WeTransfer, ça va prendre quelques minutes et à ce moment-là, peut-être qu'on peut donner la parole au docteur Stupa et puis on essaie de récupérer ça on le passera à votre place pendant que vous le commenterez. Ok, je vais essayer. Merci Philippe. Donc on va... Peut-être qu'on peut répondre à la question qui est apparue là sur le chat. Julien, je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais. Alors, Euh, est-ce c'est qu'il y peut-être a un trop... signe échographique ou biologique pathognomonique de alors, je suis pas spécialiste de la thyroïdite de Riedel, mais non, alors ça, je sais pas quels sont les, euh, je sais, À mon avis, je pense pas qu'il y ait un signe spécifique. Et c'est justement ce que tu as bien illustré, c'est qu'on est dans un ensemble de critères à devoir analyser et faire un diagnostic de probabilité. Donc, bah, si, probablement.
Non, alors pour la dernière question, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de iatrogénie, enfin, non, il n'y a pas de médicament qui augmente les IgG4 spécifiquement. Pour, je sais, alors, je sais pas comment différencier une thyroïdite de Riedel et une thyroïdite de Riedel. Euh, enfin, une localisation, enfin, oui, une infiltration purement MAC4 dans la thyroïde qui donnera un aspect de Riedel s'il n'y a rien d'autre ailleurs. À ce moment-là, on est obligé de faire, enfin, de- d'analyser d'enlever la thyroïde. Mais j'ai cru comprendre que pour un Riedel, maintenant, on n'enlevait plus. Ou Non. éventuellement de biopsie à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, je pense qu'il Mm, faut faire une biopsie mm. et avoir l'infiltration lymphoplasmocytaire avec un ratio IgG4 sur IgG supérieur à 40%. Enfin, Mm. voilà, plus éventuellement Mais en fait, si c'est... Alors, je pense à ça parce que dans les critères d'exclusion, c'est surtout pour les thyroïdites auto-immunes, enfin pour le Hashimoto. C'est-à-dire que le Hashimoto, si on a un Hashimoto tout seul, sans autre signe ailleurs, ça code plutôt contre MAC4, quoi. Donc, c'est vrai que le Riedel n'a pas l'air je crois qu'il n'est pas mis spécifiquement dans les critères d'exclusion, mais je vois pas pourquoi ça serait différent, même si ça a l'air c'est plus impressionnant cliniquement. Alors, un spectre, euh, oui, enfin, ouais, là, je pense que c'est une question que je renverrai à des échographistes. Alors les autres glandes touchées, pour moi, c'est le pancréas, bien évidemment, puisque historiquement, c'est ça. Les glandes salivaires de Miculitz et hypophyse, thyroïde. Et je crois pas que je pense je pense que par le biais de la fibrose rétropéritonéale, même si j'ai pas vu de description, j'ai pas vu ce terme utilisé, je ne crois pas que les surrénales aient été décrites dans ces infiltrations. Mais Nous, on avait rapporté à Cochin un cas un petit peu, je pense, anecdotique d'IG4 autour d'un phéochromocytome, ok, qui était une histoire un peu originale, notamment sur l'aspect imagerie, mais c'est probablement effectivement rare. Il y a Laurence Lénard qui a précisé là sur les aspects un peu plus spécifiques, hein, d'échographie qui doivent aider à faire le diagnostic différentiel entre le Riedel et des lymphomes ou anaplasiques, c'est l'englobement en manchon de la carotide primitive. ok, très bien. Ok, je propose d'avancer, donc, parce qu'il faut aussi qu'on donne la parole au pédiatre et Philippe, on espère que tu pourras présenter ensuite. Donc, J'espère. on est très content d'accueillir le docteur Stupa qui est pédiatre et qui est très spécialisé dans les problèmes de thyroïde chez l'enfant. Et donc, elle travaille à Paris, à l'hôpital Necker. Et elle a gentiment accepté de nous donner une vision des spécificités de la prise en charge d'un base d'eau chez l'enfant. Donc, évidemment, ce qui intéresse beaucoup les pédiatres, j'espère que beaucoup sont connectés, mais également les endocrinologues adultes pour des aspects de transition. On est souvent amené à discuter ces patients au moment de la transition et d'avoir une vision d'ensemble et importante. Merci beaucoup. Pour l'introduction. C'est bon, vous pouvez voir Oui, on va très le... bien. Je pense Très que bien, c'est bon. Ouais. super. Merci. Merci pour l'introduction et pour l'invitation. Donc, je travaille dans le service d'endocrinologie à l'hôpital Necker qui est dirigé par Michel Polac et je vais vous parler de maladie de Basedow de l'enfant. Donc, la maladie de Basedow, c'est la cause la plus fréquente d'hyperthyroïdie chez l'enfant. Ah, des autres causes, je vais juste les mentionner sans détailler. C'est les hyperthyroïdies néonatales auto-immunes qui ont dû au passage transplacentaire en fait des anticorps stimulants de récepteurs de la TSH de la maman. Ce sont des hyperthyroïdies transitoires. La thyroïdite d'Hashimoto dans la phase de hyperthyroïdie, il peut être dû également à une cause exogène, notamment en fait à l'administration de l'iode, des produits de contraste iodé, l'administration d'amiodarone pour des bébés qui ont une cardiopathie congénitale.
Une autre cause, c'est les nodules toxiques autonomes beaucoup plus rares, les mutations activatrices de gènes de récepteurs de la TSH, les résistances aux hormones thyroïdiennes causent des thyrotoxicoses périphériques et rare cause également, les adénomes thyréotropes. Donc, la maladie de Basedow de l'enfant a une incidence qui est assez rare, environ 1 sur 5000, et elle compte environ, comme vous pouvez voir dans ce graphique, ici en fait des données des patients avec maladie de Basedow en Suède, elle compte environ pour 5% de tous les cas de maladie de Basedow en fait pendant toute la vie. Et si on peut voir plus en détail l'incidence, elle est environ estimée à 5,8 par 100 000 par an. Mais avant en fait l'âge de 15 ans, elle est encore moindre. Elle est entre 1 et 2,9 par 100 000 par an. Et la prévalence, bien sûr, diminue avec l'âge parce que moins de 5 ans, on est environ en fait 10 cas en moins. Et dans la plupart des cas, plus de 95%, il est dû aux anticorps stimulants du récepteur de la TSH et il y a une prédominance féminine. Ce graphique ici nous montre des données d'une grande étude française gérée par Julien Léger il y a quelques années maintenant. 154 enfants avec maladie de Basedow et encore vous voyez une fois que la maladie elle est beaucoup plus fréquente pendant la puberté et qu'il y a bien sûr la prédominance des femmes, des filles. Comment on pose le diagnostic dans la maladie de Basedow? Tout d'abord, il y a les signes et les symptômes cliniques très typiques d'hyperthyroïdie. Ce qui est très particulier en pédiatrie et que les parents nous rapportent, c'est vraiment en fait une baisse de rendement scolaire pour les enfants. Et on peut avoir également l'accélération de la croissance avec une avance de la maturation osseuse. Vous voyez dans cette courbe de croissance ici, un enfant qui était diagnostiqué à l'âge de 10 ans avec la maladie de Basedow. 4 mois avant le diagnostic, elle avait perdu en fait 3,5 kg. Il y avait, on n'a pas les données entrées ici, mais il y avait quand même une accélération de la vitesse de croissance. Enfin, elle avait changé de couloir et les pointillés noirs montrent en fait l'avance de la maturation osseuse. Au niveau biologique, le diagnostic va se poser sur le taux de TSH qui va être indétectable avec des taux variés élevés de T4 et T3 et les titres variables également, mais plutôt élevés des TRAC et des anti-TPO. On peut également proposer une échographie thyroïdienne dans les maladies de Basedow. La scintigraphie, quand on a la confirmation par l'auto-immunité, il n'y a pas d'intérêt. Alors, les signes cliniques, tout d'abord, vraiment, on a le goitre. C'est un signe qui est très, très, très fréquent chez les enfants et les adolescents. Les enfants, ils sont tachycardes. Dans 40% de cas, on peut avoir une hypertension artérielle systolique. Ce qui est très, très typique aussi, c'est malgré une polyphagie, les enfants maigrissent. Et autre chose aussi qui est différent par rapport aux adultes, que les parents signalent aussi, c'est l'irritabilité. Des enfants qui sont beaucoup plus irritables, changement de caractère, ils sont beaucoup plus émotifs. Ils peuvent avoir, bien sûr, dans 40% des cas, une exophthalmie avec éclat de regard et très pathognomonique, en fait, pour une hyperthyroïdie chez l'enfant, c'est la vitesse de croissance accélérée, surtout chez l'enfant prépubère, et une avance de la maturation osseuse également très important, en fait, en période prépubertaire. Ici, j'ai mis quelques images en fait d'échographie thyroïdienne chez des patients avec maladie de Basedow. Comme vous voyez, il y a une hypervascularisation diffuse et intense, il y a une augmentation des vitesses circulatoires au Doppler et des chantes artério-veineux. Et également, voilà, l'élargissement diffuse de la glande thyroïde avec en fait une hétérogénéité qui est vraiment lobulée avec des images comme nid d'abeille, comme décrit. Concernant maintenant la prise en charge pour les maladies de Basedow, il y a l'instauration des bêta-bloquants, en fait, quand il y a vraiment des signes d'hyperthyroïdie très, très importants pendant les premières semaines. Et le traitement consiste à l'administration des antithyroïdiens de synthèse, soit le carbimazole, c'est le néomercazole, soit en fait le tyrosol, qui c'est le thiamazole. Les doses, l'équivalence, voilà, j'ai noté l'équivalence entre les deux. On est à 0,6 mg de méthimazole correspond à 1 mg de carbimazole. Et ce sont les doses qu'on utilise. Pour vraiment les cas, en fait, d'hyperthyroïdie sévère, on peut utiliser les doses d'attaque. On est souvent entre 0,5 à 0,8 mg kilo jour. Les médicaments, ils peuvent s'administrer une seule fois, en fait. Et par la suite, il y a une modulation des doses. Très important
aussi à dire, à l'instauration du traitement, nous faisons une NFS, notamment pour regarder le taux de neutrophils et un bilan hépatique, parce qu'il peut y avoir des altérations liées à l'hyperthyroïdie. Il y a une surveillance régulière du statut thyroïdien et bien sûr qu'il n'y a pas de complications qui est liée au thionamide, des complications cutanées que je vais détailler plus loin, hématologiques et hépatiques. Je rappelle que le PTU, il est contre-indiqué chez l'enfant à cause vraiment en fait des hépatites fulminantes de nécrose hépatocellulaire dont on n'utilise pas de tout chez l'enfant. On essaye de titrer la dose, plutôt en fait en protocole comme il est recommandé selon le dernier réco de l'ETA. La titration de la dose est plutôt d'éviter une approche block and replace. Je fais juste un rappel court en fait sur l'état d'action, le mécanisme des antithyroïdiens de synthèse. Elles vont en fait agir vraiment parce que ce sont des substrats pour la thyroperoxydase dont elles vont prévenir plus spécifiquement l'iodination des résidus de tyrosine dans le molécule de la thyroglobuline et ainsi ils vont inhiber la synthèse des hormones thyroïdiennes comme vous voyez ici. Il peut avoir également un effet immunomodulateur direct probable en sachant bien sûr qu'un patient qui est euthyroïdien, il a un effet bénéfique à son immunité. Et notamment pour la PTU et aussi pour les bêta-bloquants, notamment le propranolol, elles vont inhiber les désiodases qui vont convertir à la T4 en T3 donc au niveau des tissus périphériques. C'est une action qui est spécifique à la PTU et pas en fait au thionamide. Les effets secondaires, elles peuvent être fréquents. Environ 10 voire 20% des enfants avec des antithyroïdiens de synthèse, elles peuvent présenter des effets secondaires, mais ce sont en fait des effets secondaires plutôt mineurs. Le rage cutané, la fièvre, une neutropénie qui est vraiment transitoire, les agranulocytoses sévères avec les hépatites cholestatiques dans les cas en fait des thionamides et les hépatites toxiques fulminants, c'est vraiment rare, ne sont pas très rapportés très souvent, heureusement. Je voulais préciser aussi que dans quelques cas, on peut avoir la maladie de Basedow avec une prédominance en fait de la T3 et il y a des différences entre les Basedow typiques et la Basedow T3 prédominant. Tout d'abord, les enfants, ils ont des taux beaucoup plus élevés d'étrac au diagnostic. Il y a un ratio T3 versus T4 qui est plus élevé et ils ont aussi un goitre thyroïdien qui est plus important. Le graphique ici, ça vient en fait d'une étude menée aussi par l'équipe de Julien Léger à Robert Desbré. Ils ont essayé de comparer un groupe d'enfants, il n'y avait que 8 enfants en fait sur les seuls centres suivis pendant 10 ans pour la maladie de Basedow, donc on voit bien que la maladie est rare. Donc, à comparer le groupe T3 avec le groupe de Basedow classique, et comme vous voyez, les doses en fait de carbimazole, des antithyroïdiens de synthèse, lors du suivi, ils sont beaucoup plus importants pour le groupe gris, ça veut dire les T3 prédominants. Donc, il y a besoin de plus de dosage des antithyroïdiens de synthèse. Environ, ça peut concerner 10% des cas. Et en ce qui concerne en fait la pathogénèse, il y a une hypothèse qui est probablement liée à une surexpression des iodases, la DIO1 et la DIO2 en fait, au niveau de la thyroïde de ces patients avec T3 prédominant. Et je rappelle que ce sont des désiodases qui vont convertir la T4 en T3. Donc, il y a une élévation de T3 intracellulaire. Je voulais maintenant vous présenter aussi une grande étude française qui date, c'était en 2008 présentée, mais il est toujours très intéressant et d'actualité, concernant les taux de rémission chez des patients pédiatriques avec maladie de Basedow. Donc, c'est une étude observationnelle prospective de suivi de cohorte. Elle concernait 33 centres français avec des enfants dont moins de 18 ans, inclus qu'ils présentaient une hyperthyroïdie et la présence auto-immune, dont il y avait des TRAC ou des anti-TPO. Tous ces patients, ils étaient traités par des antithyroïdiens de synthèse pendant au moins 24 mois. Il y avait un suivi après arrêt de traitement médical et il y avait des patients qui avaient fait au moins 3 cures consécutives.
Donc, de nouveau, c'est le même schéma que je présentais à l'introduction. 154 patients avec maladie de base d'eau. L'âge médian, pardon, c'est 2 ans, avec, vous voyez, la prédominance féminine. 77% des enfants avec maladie de base d'eau, ce sont des filles. La plupart, ce sont des caucasiens, 80%, prépubértaires pour 42%. Il y avait une histoire familiale d'hyperthyroïdie dans un quart environ des cas, et il y avait une association avec une autre maladie auto-immune dans 14%. Et tout d'abord, on regarde s'il y a un lien entre le taux de détraque initial et l'âge de présentation et la présentation clinique initiale. Et c'est le cas parce que vous voyez que les enfants qui sont moins de 5 ans, ils ont des taux de détraque qui sont plus élevés et ils ont une présentation clinique initiale qui est beaucoup plus sévère. Quand ils ont regardé par rapport en fait à l'ethnie, on voit que les non-caucasiens, ils vont manifester la maladie déjà à un âge qui est beaucoup plus petit, voilà, ils sont beaucoup plus jeunes, et la sévérité de la maladie est plus importante, définie par les taux de TRAC, c'est une sévérité biologique, hein, et le taux de T4 et le taux de T3. Donc, être non-caucasien, c'est un facteur de risque aussi pour la non-rémission. Et par la suite, elles ont regardé l'incidence cumulée de l'hyperthyroïdie après la première cure des antithyroïdiens de synthèse pendant 2 ans. Et comme vous voyez, un an en fait après l'interruption des antithyroïdiens de synthèse, il y a 41% des enfants qui sont en rémission, un taux qui va être diminué avec 32% des enfants de rémission après 2 ans post-arrêt de traitement. Donc voilà, une incidence cumulée de rechute, c'est une autre introduction de résultats, 50 interprétations de résultats, à 59% à 1 an et à 2 ans, 68% la rechute pour les enfants qui ont arrêté en fait leur traitement. Et la médiane de temps à la rechute, il était estimé à environ 8 mois. Et donc, quels sont les facteurs prédictifs pour une rechute après une première cure par des antithyroïdiens de synthèse chez les enfants avec maladie de base d'eau? Tout d'abord, l'origine ethnique, non caucasienne, l'âge par groupe de 5 ans, le dosage initial de la T4 par trans de 10 picomol par litre, la durée de cure par un intervalle de temps de 12 mois et les multiples des nombres de TRAC au diagnostic par 10 points. Ce sont tous en fait des facteurs de risque qui ont été identifiés lors d'une analyse multivariée. Il n'y avait pas d'effet en ce qui concerne le volume de goitre initial, l'IMC, le sexe, étonnamment, et les antécédents familiaux ou personnels. Et donc, on a pu identifier, voilà, définir un score pronostic de rechute avec, comme je montre ici, les différents facteurs de risque et en fait les différents points qui sont attribués. Ce qui a fait créer 3 groupes. Vous voyez, le vert, c'est le groupe en fait avec la maladie beaucoup plus sévère et vous voyez qu'il y a un taux de rechute très très important 2 ans après l'arrêt des antithyroïdiens de synthèse. Le rose, c'est le groupe avec la sévérité médiane, moyenne, et le bleu, c'est en fait les enfants qui n'ont pas beaucoup de critères de facteurs de risque. Donc il y a un taux de rémission qui est moins de 40%. Et ça, c'est une revue récente, en fait, par Scott Rivkis, qui a, concernant l'approche de patients pédiatriques avec maladie de base d'eau. Ici, il a repris un peu toutes les grandes études, les larges cohortes supérieures avec 100 patients avec maladie de base d'eau et a regardé le taux de rémission que, comme on peut voir, il est faible. Il est entre 14 et 40% selon les différentes études. Et vous voyez qu'il y a des enfants qui ont été traités très, très longtemps avec des antithyroïdiens de synthèse. Et donc, en 2022, il y avait les nouvelles recommandations justement publiées par l'ETA sur la prise en charge de maladies de base d'eau chez l'enfant. Scott Rivkis, il propose en fait un algorithme de prise en charge de l'enfant avec base d'eau. Et ce qu'il propose, c'est de stratifier en fait l'enfant. Est-ce qu'il y a une chance en fait de rémission qui est élevée? Ça veut dire, lui, il associe le goitre. Dans l'étude de Julien Lézé, on avait vu que ça joue pas en fait un rôle, le volume de la thyroïde. Mais il se base en fait sur le taux initial des anticorps stimulants, si l'enfant il est pubère, et sur les taux de T4. Si c'est le cas, il propose en fait un traitement pendant 2 ans par méthimazole et on verra les traitements définitifs après.
Pour le groupe où en fait on a une chance de rémission qui est vraiment très 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 basse, par exemple le goitre, les tracts élevés, l'enfant qui est prépubère, les taux très élevés de T4, de nouveau même traitement et en fonction en fait de la compliance, des indications en fait de taux de rémission, proposer le traitement définitif. Mais selon les recommandations en fait de 2022, on propose au moins 3 ans de traitement avec des antithyroïdiens de synthèse, en sachant que le taux de rémission, il augmente, plus le temps de traitement augmente, et souvent on fait des cures jusqu'à 6 ans. Et donc, on a des chances en fait d'être en rémission après des cures des antithyroïdiens de synthèse si on a les différents justement facteurs, si on est plus âgé au diagnostic, si on est de sexe féminin, si on est caucasien, si le goitre, il n'est pas très important, s'il y a une hyperthyroïdie qui est vraiment modérée, le taux initial des tracts qui n'est pas très élevé, s'il y a une histoire d'autres maladies auto-immunes et la durée des antithyroïdiens de synthèse qui est vraiment en fait plus longue. Type de traitement définitif. Le traitement définitif, il a ses indications en fait chez des enfants avec maladie de base d'eau, mais dans les cas où on a une mauvaise compliance, vraiment, et ça peut consister soit à l'iode radioactif, soit à la thyroïdectomie totale, soit en fait, si après plusieurs cures, mais je dis minimum en général, selon le dernier écho, on peut essayer minimum 6-7 ans de traitement, ou s'il y a des effets secondaires qui sont très très sévères, c'est les effets secondaires sévères vraiment. Les contre-indications pour l'iode radioactif, c'est la grossesse, ça ne concerne pas, c'est vraiment les jeunes enfants avant moins de 5 ans. Il y a une orbitopathie qui est active. Entre 5 et 10 ans aussi, c'est très discutable l'iode radioactif. On propose plutôt la thyroïdectomie si c'est le cas. Et maintenant, en ce qui concerne le risque de cancer de la thyroïde, en ce qui concerne les études pédiatriques sur ça, il y a très très peu de données. Il y a une série américaine qui a montré, ils ont regardé 32 patients en fait avec maladie de base d'eau qu'ils étaient opérés et ils avaient trouvé 7 DTC, 7 cancers différenciés de la thyroïde, dont 4 ils étaient identifiés avant par le suivi en fait échographique plus la cytoponction et 3 ils étaient vraiment trouvés ça à la pièce opératoire, donc c'était des incidental findings. En tout cas, le pronostic, il est vraiment comparable avec les patients qui n'ont pas de maladie de base d'eau. Et selon les dernières recommandations, c'est proposé que tout nodule palpable dans un contexte de maladie de base d'eau, il doit être évalué par voilà, l'évaluation échographique et selon les indications complétées par une cytoponction. Concernant l'ophtalmopathie ou l'orbitopathie en fait des enfants avec base d'eau, nous avons vu que la fréquence elle peut varier. Elle peut être selon les études entre 27 et 63%. Il y a en fait un ratio des filles, c'est estimé entre 3,3 à 7,1 versus 1 des garçons. Et les facteurs de risque, c'est de nouveau le taux initial des anticorps stimulants, le taux de T4 élevé au diagnostic, stress. J'ai mis le tabagisme parce que c'est un facteur de risque pour, euh, pour les adultes. Pour les enfants, c'est, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Le traitement, en général, il s'agit des orbitopathies qui sont vraiment modérées et dont le traitement, il est conservateur dans la plupart des cas, avec des larmes artificielles, avec des gouttes oculaires. Il y a vraiment un suivi avec les ophtalmologues pédiatres. Quand il y a une atteinte sévère, on propose des corticoïdes intraveineux. Le sélénium, il peut être proposé étant donné en fait son effet antioxydant pendant 6 mois, les 6 premiers mois. Et dans des cas vraiment très très sévères, il peut avoir des chirurgies oculaires par des spécialistes de nouveau avec l'allongement palpébral ou des compressions oculaires. Donc, pour synthétiser, la maladie de base d'eau, c'est vraiment la cause la plus fréquente d'hyperthyroïdie chez l'enfant. Il est conseillé de faire des traitements à long cours par des antithyroïdiens de synthèse, une approche qui est aussi préférée à la dose titration par rapport en fait block and replace. Le traitement définitif, c'est considéré selon les indications à poser et dans le cadre, bien sûr, dans une équipe multidisciplinaire avec le médecin nucléaire, l'endocrinopédiatre, le chirurgien. Et j'insiste vraiment sur la prise en charge par des endocrinopédiatres avec aussi une transition vers le secteur adulte qui doit vraiment être bien entouré, étant donné aussi le risque après des hyperthyroïdies, hypothyroïdies fétales chez des patients à base d'eau qui peuvent tomber enceintes.
Voilà, je remercie pour votre attention et je mets le dessin d'une de mes patientes, Lara, en fait, avec maladie de base d'eau, qui avait aussi une orbitopathie et qui m'avait fait ça à l'heure de la consultation, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Athanasia, c'était très, très intéressant. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions qui sont Ah, apparues dans le chat pendant que tu parlais. Je ne sais pas si on pourra toutes les ok. prendre. Peut-être que je vais essayer de faire un peu la synthèse. Je vais commencer par le bas, peut-être c'est plus simple. Ouais. Je vois que, par exemple, il y a une question sur les facteurs prédictifs. Est-ce que le ratio T4, T3 a été regardé comme pouvant aider à prédire le risque de rechute? C'était plus, en fait, le taux de T4, en fait, initial. Dans l'étude, justement, française, dans les récos, c'était pas le ratio, c'était vraiment le taux de T4 initial. D'accord. Parmi les questions aussi que j'avais vues au départ, il y avait celle de savoir est-ce que vous avez en pédiatrie des véritables maladies de base d'eau avec des anticorps anti-récepteurs de la TSH qui sont négatifs, comme on peut l'avoir, nous, en pathologie adulte. Et très rarement. Tous les bases d'eau, vraiment, c'est 95%, c'est des tracks positifs, hein, qu'on en a. D'accord. Donc, tu as dit à un moment aussi que parmi les Hmm. antithyroïdes de synthèse, vous utilisez jamais le PTU. Le PTU, Tu peux ouais. juste recommander sur ça, s'il y avait une question autour de Oui, ça. c'est en fait parce que justement c'est Scott Rivkis qui avait rapporté les cas en fait des enfants avec des hépatites fulminantes. Le PTE il peut provoquer des nécroses hépatocellulaires. C'est pas le même mécanisme comme en fait les effets secondaires des thionamides que là c'est vraiment l'hépatite cholestatique. C'est vraiment une nécrose hépatocellulaire. C'est pour ça nous on n'utilise pas du tout en pédiatrie. Donc on D'accord. est entre le déomercazole et le tyrosol. Et le PTE, je pense que vous l'utilisez après quand on suit des mamans à base d'eau parce qu'on peut traiter le bébé justement. Là, il y a voilà le PTE, il peut être utilisé en fait parce que je sais pas comment vous faites les adultes, mais en général, on conseille pendant le premier trimestre parce que les thionamides, ils peuvent être très très hétérogènes et puis on re-switch en fait aux thionamides. C'est ça. Mhm. Après, il y a une question sur aussi ce que tu as mis en avant, là, c'est chez les Mhm. patients caucasiens et non caucasiens. Est-ce qu'il y a eu Ouais. des hypothèses là de physiopathologie Mhm. qui expliquent ces différences à ta connaissance? Non, je connais pas. Non, non, je connais pas. Je regarde Isabelle Oliver, elle me dit, voilà, c'est vrai, il est interdit jusqu'à 18 ans à cause de ses complications, en fait, le PTU, juste pour compléter la réponse. Je regarde sur le chat. Très bien, ouais, c'est super. Est-ce que Alors, tu as... les doses de corticoïdes, pardon, je connais pas par cœur. Ça, c'est vraiment les ophtalmologues qui gèrent pour les orbitopathies. On en a vraiment rarement si sévères qui nécessitent des ophtalmopathies, des corticoïdes, hein. Je connais pas par cœur les doses. Probablement rare, peut-être un peu sous-estimé, est-ce que tu as la Oui. notion d'anticorps en fin de maladie vasculaire à ANCA chez les patients sous antithyroïde de synthèse? Non, mais en fait, sur le tableau que j'ai mis, je pense que c'était environ 0,1%, 0,1, 0,5% des vascularites à l'ANCA. Alors, je vois une autre question. Pourquoi la forme de moins de Hmm. 5 ans, c'est plus fréquent et plus sévère? Mini-puberté chez la fille. Non, c'est pas lié. La mini-puberté, c'est les premiers 6 mois de vie. Du coup, c'est pas vraiment ça. Et on en a pas en fait de base d'eau très rare. J'ai jamais vu moins de 2 ans. C'est pas en lien avec les hormones thyroïdiennes. Ça, c'est encore les études, en fait, c'est le travail de Julien Léger qu'il avait regardé moins de 5 ans. Ils sont beaucoup plus sévères, en fait, parce que la maladie, elle est beaucoup plus active. Il y a des traits qui sont élevés. Et, en fait, un tableau d'hyperthyroïdie qui est beaucoup plus agressif, hein. Hmm. Mais c'est pas le Ce lien avec la mini-puberté. ce qu'on perçoit de ta présentation et des recommandations européennes, donc, c'est de ne pas hésiter à faire des Faire des traitements longs plus, purs. voilà, plus prolongés, peut-être Mm. plus que chez l'adulte. Au passage, puisque tu insistes sur cet aspect-là, donc c'est aussi une discussion chez l'adulte hein, de savoir quelle doit être la durée du traitement par ATS. Pour ceux que ça intéresse, je vois que Camille Buffet est également Mm. connecté. Il y aura lors du congrès de la SFE à Clermont-Ferrand une controverse sur justement la durée du traitement médicamenteux par ATS au cours de la maladie de base d'eau. Et probablement qu'il y aura une partie adulte, mais une partie enfant aussi. Camille, je ne sais pas si tu veux commenter ça. Il faut que tu actives ton... Ouais.
Ah bah je vais pas spoiler, non, il faudra venir à la controverse de la SFI. Ok. Il y a beaucoup, beaucoup de questions Euh, dans le chat. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les D'accord. questions. Juste, je Euh, vois une question pour la thyroïdectomie. oui, vas-y, vas-y. En fait, en cas de résistance des APS, en fait, on conseille vraiment si, au bout d'un an, par exemple, ou même moins, qu'on a dépassé les doses maximales en milligrammes kilo à jour, vraiment des antithyroïdiens de synthèse qui n'a pas d'effet, oui, la thyroïdectomie, ça peut être justement une option pour ces patients, mais il faut quand même bien équilibrer les patients avant. Du coup, ça peut être aussi de l'administration des corticoïdes ou de l'iode avant la chirurgie Ok. et des Bon, bêta-bloquants. Mm. très bien. Parfait. Donc, je vois aussi que Bon, dans il y le a chat beaucoup de que... questions, en effet. Ouais. Donc, il faut qu'on avance parce que j'ai cru comprendre qu'on a résolu le problème de Ok. présentation pour Philippe. Donc, merci beaucoup, Athanasia. Et donc, on va Merci. donner la parole à Philippe. Philippe, tu confirmes que tu peux présenter? Moi, j'ai envoyé mon diaporama et on vient de me confirmer qu'il a été reçu. Ah ben, il s'affiche. Tu le vois? Ouais, je vois. J'espère qu'il... Voilà, parfait. Est-ce qu'on peut le mettre en plein écran? Merci. Et c'est vous qui passez les diapositives alors, hein? Il y a un petit truc bizarre, c'est Écoutez, que... oui, je ne peux pas faire autrement, malheureusement. C'est la moindre des Il y a solutions un qu'on carré ait. en haut qui est un peu gênant. Oui, quelque chose qui cache en haut et à droite. Et vraiment, c'est pas clair du tout. Voilà, ça c'est mieux. Donc, ouais, Voilà, ça c'est bon là. parfait. Parfait. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Donc, je remercie le comité scientifique du GRT de m'avoir demandé de préparer cette présentation sur la thyroïdite de Riedel, qui est la forme la plus rare de thyroïdite chronique, caractérisée par une fibrose infiltrée. Est-ce qu'on peut avoir la diapositive suivante? Une fibrose infiltrative extensive qui entraîne. Non, si, est-ce qu'on peut revenir sur la première diapositive, s'il vous plaît? La seconde? Et qui entraîne donc une destruction de la thyroïde et qui va s'étendre aux organes de voisinage. C'est un diagnostic qui va être évoqué sur le plan clinique, qui va pouvoir être orienté par les données radiologiques ou scintigraphiques et qui va être affirmé par l'examen anatomopathologique. Sa pathogénie reste discutée et le traitement de la thyroïdite de Riedel ne présente pas de consensus parce que le nombre de patients est réduit et va faire discuter soit la chirurgie, la corticothérapie, le tamoxifène, certains immunosuppresseurs ou même la radiothérapie cervicale. Diapositive suivante, c'est donc une affection qui est rare et qui toucherait moins de 250 observations qui ont été rapportées dans la littérature. Ça a été essentiellement les femmes et en âge moyen entre 40 et 50 ans. Sur le plan clinique, diapositive suivante, il s'agit le plus souvent d'un goitre d'évolution progressive, indolore, le plus souvent asymptomatique, qui est caractérisé par son caractère dur, ligneux, fixé, non mobile à la déglutition et qui ne s'associerait pas classiquement à des adénopathies locorégionales. L'évolution va être marquée par l'apparition de signes de compression, soit à type de dysphagie, de dysphonie, plus rarement de syndrome cave supérieur. Et enfin, lorsque l'évolution est ancienne, il va y avoir un envahissement local responsable d'une hypoparathyroïdie. Ce goitre, diapositive suivante, est associé le plus souvent à un respect de la fonction thyroïdienne, mais on peut avoir des thyroïdites de Riedel associées à une hypothyroïdie, soit dans le cadre d'une thyroïdite d'Hashimoto ou par destruction du parenchyme thyroïdien, par l'infiltration fibreuse. Plus rarement, il existe des thyroïdites de Riedel avec une thyrotoxicose, qui en particulier s'associe à une maladie de base d'eau. Diapositive suivante.
Cette thyroïdite de Riedel peut s'intégrer, comme l'a été discuté antérieurement, à une fibrose systémique multicentrique associée à une fibrose rétropéritonéale, à une fibrose médiastinale, à une pseudotumeur orbitaire ou à d'autres localisations à type de cholangite sclérosante. Diapositive suivante. La thyroïdite de Riedel peut également s'associer à d'autres maladies auto-immunes, comme bien sûr dans le cadre de des affections thyroïdiennes, la maladie de Basedow, une thyroïdite chronique d'Hashimoto, mais également d'autres atteintes à type de diabète de type 1, une insuffisance surrénalienne ou une maladie de Birmer. Sur le plan biologique, diapositive suivante, il existe un syndrome inflammatoire à la phase initiale avec une augmentation modérée de l'AVS et de la CRP. Sur le plan hormonal, le plus souvent, les patients sont en euthyroïdie, plus rarement en hypothyroïdie et exceptionnellement présentent une thyrotoxicose. Il s'associe fréquemment des stigmates de dysimmunité thyroïdienne avec la présence d'anticorps antithyroperoxydase dans près d'un patient sur 2. Sur le plan radiologique, diapositive suivante, la thyroïdite de Riedel est marquée sur le plan échographique par un tissu homogène, hypoéchogène, avec une extension extrathyroïdienne, avec une infiltration des organes de voisinage. Et le tissu thyroïdien est dur à l'élestographie. Et comme l'a rapporté tout à l'heure Laurence Lénart, il existe un engainement des systèmes vasculaires et en particulier des atteintes carotidiennes. Sur le plan scanographique, diapositive suivante, comme vous pouvez le voir sur ces images, il existe un tissu hypodense, infiltratif, avec un envahissement extrathyroïdien et une diminution de la prise de contraste après injection de produits iodés. L'élément le plus important est de noter l'envahissement et la compression des organes de voisinage. Sur le plan IRM, diapositive suivante, le tissu est hypoéchogène, hypo-intense, comme on peut le voir sur les clichés de droite, tant ainsi avant qu'après injection de gadolinium. Et il existe systématiquement une infiltration des structures de voisinage. Diapositive suivante. Sur le plan isotopique, je dirais, diapositive suivante, on note une absence de fixation de l'iode 131, alors que la scintigraphie au gallium va pouvoir être marquée sur le plan de la région cervicale antérieure. Diapositive suivante. D'autres explorations peuvent être réalisées, et en particulier le TEP au 18FDG, qui va avoir deux indications au diagnostic de thyroïdite de Riedel, va pouvoir mettre en évidence à la phase inflammatoire une fixation de la région cervicale antérieure et pourra également visualiser d'autres localisations, que ce soit présent au niveau médiastinal, rétropéritonéal. Mais également, il faut noter l'intérêt du PET scan au 18FDG dans le cadre de la surveillance au cours en particulier du traitement. Et l'on voit que une diminution de la fixation du TEP au 18FDG peut être un facteur qui va guider la prise en charge thérapeutique avec une adaptation du protocole thérapeutique. Diapositive suivante. Sur le plan anatomopathologique, il existe donc un tissu fibro-inflammatoire de la loge thyroïdienne et du tissu thyroïdien avec une extension au tissu de voisinage. Présence, comme on l'a déjà entendu tout à l'heure, la présence d'un infiltrat de cellules inflammatoires avec un immunomarquage IgG4 et la présence de lésions de vascularite. Par contre, l'anatomopathologie dans le cadre d'une thyroïdite de Riedel est marquée par l'absence de cellules géantes, l'absence de granulome inflammatoire lymphoïde et l'absence de cellules néoplasiques. Diapositive suivante. L'anatomopathologie va pouvoir faire le diagnostic différentiel avec plusieurs pathologies de la région cervicale antérieure, le cancer thyroïdien anaplasique, la forme fibrosante de la thyroïdite d'Hashimoto, le lymphome hodgkinien, le sarcome thyroïdien ou d'autres pathologies beaucoup plus rares.
L'évolution, diapositive suivante, est marquée par une évolution imprévisible. On notera que la majorité des observations de thyroïdite de Riedel qui sont rapportées dans la littérature sont marquées par un retard au diagnostic de très fréquent de l'ordre de 10 ans. Il s'agit d'une affection bénigne, parfois avec une évolution capricieuse, avec des épisodes, des périodes de stabilisation ou même de régression spontanée. Une récidive ou une rechute après l'arrêt du traitement est fréquemment observée. La mortalité est liée à une extension locale, mais 30% des patients vont présenter une autre localisation d'une fibrose systémique multicentrique à type de fibrose rétropéritonéale ou de fibrose médiastinale. Diapositive suivante, la pathogénie ou la physiopathologie est discutée. Il existe d'exceptionnelles formes familiales. Des observations ont été rapportées après une infection bactérienne ou virale, en particulier par le virus Epstein-Barr. Et on discute, comme envisagé précédemment, la physiopathologie de la thyroïdite de Riedel dans le cadre des fibroses systémiques multicentriques que l'on peut observer associées avec les fibroses rétropéritonéales ou médiastinales, soit une cause auto-immune, diapositive suivante, fréquemment associée, la thyroïdite de Riedel est fréquemment associée à d'autres maladies auto-immunes, et en particulier sur le plan thyroïdien, à la maladie de base de dos et à la thyroïdite lymphocytaire. On a déjà noté la fréquence des anticorps antithyroïdiens antithyroperoxydase chez ces patients et une réponse à la corticothérapie et à la phase inflammatoire de la thyroïdite de Riedel. Enfin, comme cela a été envisagé par la première présentation, diapositive suivante, la thyroïdite de Riedel peut s'intégrer dans le cadre de la maladie d'IgG4. Quoi qu'il en soit, diapositive suivante, c'est la physiopathologie de la thyroïdite de Riedel est marquée par une infiltration inflammatoire chronique de plusieurs types cellulaires qui aboutissent à une prolifération fibroblastique et l'apparition d'une infiltration cellulaire et d'une fibrose. Quoi qu'il en soit, le traitement, diapositive suivante, non, il n'y a pas de consensus car les thyroïdites de Riedel sont rares et ne sont rapportées que dans le cadre de cas cliniques et de petites séries. Qu'en est-il des indications de la chirurgie qu'on a été amené à discuter avec le professeur Haroche? La biopsie chirurgicale fait le diagnostic de thyroïdite de Riedel et permet d'éliminer le cancer. C'est une chirurgie qui est difficile car il n'existe pas de plan de clivage entre la fibrose de la région cervicale antérieure et les tissus normaux, ce qui fait que les complications à type d'hypoparathyroïdie ou d'atteinte récurrentielle sont fréquentes. La chirurgie doit être limitée aux conservatrices et consistera le plus souvent à une ischectomie élargie pour libérer une compression trachéale ou œsophagienne. Les indications de la chirurgie en 2024 sont essentiellement une suspicion de malignité, l'indication de signes de compression soit trachéale, soit œsophagienne, en cas d'échec du traitement médical, et la chirurgie sera le plus souvent limitée pour prévenir les complications. Diapositive suivante. Dans le cadre du traitement médical, la thyroïdite de Riedel est redevable d'une corticothérapie qui représente la première ligne de traitement, soit seule ou associée à la lévothyroxine en cas de présence d'une hypothyroïdie. La corticothérapie entraîne des réponses variables avec classiquement une amélioration rapide à la phase inflammatoire avec une diminution du volume du goitre et la régression des signes de compression. À noter dans ce contexte une efficacité relative ou même diminuée chez les patients présentant une intoxication tabagique qui impose que les doses corticoïdes doivent être plus importantes, plus prolongées, avec un risque de récidive à l'arrêt du traitement à la corticothérapie. La corticothérapie, le protocole de corticothérapie pourra donc être guidé par en particulier
les éléments cliniques et les éléments au 18-FDG. Et le traitement repose sur la prénisolone à la dose initiale de 100 mg par jour avec une dose d'entretien de l'ordre de 30 à 50 mg et pendant une durée supérieure à 3 mois. Diapositive suivante. La deuxième étape thérapeutique médicamenteuse est donc le tamoxifène, soit seul ou en association à la corticothérapie, le tamoxifène entraînant une stimulation de la sécrétion de TGF-bêta avec une diminution de la prolifération fibroblastique. Le tamoxifène va pouvoir entraîner une diminution du volume de goitre et des signes de compression. Il peut être associé avec des effets secondaires, avec des bouffées vasomotrices et une hyperplasie endométriale. Le protocole thérapeutique est de 10 à 20 mg 2 fois par jour pendant une durée moyenne, je dirais, de 8 à 12 mois, avec chez les patientes en particulier la nécessité d'une surveillance gynécologique et l'indication du tamoxifène et une résistance à la corticothérapie. Diapositive suivante, la troisième ligne thérapeutique sur le plan médical est le rituximab, qui a déjà été envisagé dans le cadre des maladies à IgG4, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20. Plusieurs observations ont été rapportées. Les protocoles thérapeutiques sont classiques, c'est 100 mg par mois pendant 3 mois, et l'on note une amélioration clinique, biologique, radiologique qui va persister après le protocole thérapeutique initial. Et donc, le rituximab va être indiqué dans les formes réfractaires après une corticothérapie ou un traitement par le tamoxifène. Diapositive suivante. Enfin, on peut être discuté d'autres thérapeutiques, le mycophénolate. Une observation a été rapportée dans la littérature en association avec la prénisolone qui entraîne une diminution du volume du goitre et le patient avait bénéficié alors d'une thyroïdectomie subtotale. D'autres thérapeutiques immunosuppressives peuvent être discutées à type de cyclosporine ou d'azatioprine et d'autres médications en type d'anticorps monoclonaux anti-PD1 vont devoir être évaluées dans l'avenir. Enfin, une observation a été rapportée, diapositive suivante, d'une radiothérapie de la région cervicale antérieure à petite dose, 9 gray en 5 séances journalières, qui a entraîné une diminution du volume du goitre et une amélioration des signes de compression avant d'envisager une surveillance et une bonne tolérance de ces patients. Cependant, un effet incomplet permet d'envisager de renouveler ce protocole thérapeutique par faible dose de radiothérapie. Diapositive suivante, et en conclusion, je dirais que la thyroïdite de Riedel est une forme rare de thyroïdite chronique, caractérisée par une fibrose extensive et extrathyroïdienne dont l'étiologie et la pathogénie restent discutées. Le traitement doit être adapté à chaque patient, mais le plus souvent, c'est une affection de bon pronostic. Je vous remercie, je suis prêt à répondre à quelques questions. Merci beaucoup, Philippe. C'était très, très complémentaire de la présentation de Julien, avec ce focus sur la thyroïde. Il y avait une première question là dans le chat qui était sur l'imagerie que tu recommanderais de faire systématiquement. Est-ce qu'il faut faire systématiquement un scanner ou une IRM dans une thyroïdite de Riedel? Je crois que l'examen, en première intention, il faut garder l'indication de l'échographie cervicale antérieure. Et si cet examen ne permet pas d'aller plus loin, peut-être réaliser un scanner de première intention que l'IRM. Mais dans tous les cas, l'orientation radiologique peut imposer la réalisation, dans le contexte d'une thyroïdite de Riedel, d'un PET scan au 18-FDG. D'accord. Et justement, est-ce que le PET scan, tu l'utiliserais comme un outil qui peut t'aider dans le choix thérapeutique ou quoi qu'il arrive, tu commencerais, comme tu l'as dit, sur la corticothérapie? Je crois qu'il faut rester sur le critère suivant, c'est que si ça fixe au 18-FDG, au TEP scan au 18-FDG, c'est plutôt une indication pour une corticothérapie, alors qu'une absence de fixation pourrait faire discuter soit le tamoxifène,
soit le rituximab. Et donc, dans la question de traitement de deuxième ligne, la corticorésistance ou dépendance, est-ce que tu l'as définie cliniquement ou sur la réponse sur le FDG? Ah, je crois que si tu veux, c'est l'association des deux. C'est l'absence de réponse clinique avec la persistance d'un goitre très dur, induré, et l'absence de variation, et en particulier l'absence de diminution de la fixation au 18 FDG qui fait retenir le diagnostic de corticorésistance et envisager soit un traitement par le tamoxifène, soit éventuellement un traitement par le rituximab. Tu penses qu'il y a une place pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens? Lorsque j'ai fait la revue de la littérature, les données les plus récentes ne mettent pas en évidence d'indication des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans le cadre des thyroïdites de Riedel. D'accord. Et en termes de profil évolutif de la maladie, est-ce que c'est possible qu'il y ait des phases de poussée, rémission ou Comme je l'ai dit dans la présentation, c'est une maladie à évolution capricieuse et on peut avoir des éléments de poussée de thyroïdite avec des éléments de quiescence, même de régression partielle avant une nouvelle poussée. Et un élément important dans ce contexte, c'est l'intoxication tabagique. C'est qu'un patient qui présente une thyroïdite de Riedel doit arrêter toute intoxication tabagique, D'accord. qui d'une part est un facteur d'aggravation de l'évolution clinique et d'autre part de résistance au traitement médicamenteux et en particulier à la corticothérapie. Il y a une petite question là, je vois qui vient d'apparaître. Est-ce que le dosage des IG4 doit être systématique devant une suspicion de Riedel? On a été amené à en discuter avec le professeur Laroche. Euh, il est certain qu'en 2024, la mise en évidence ou le diagnostic d'une thyroïdite de Riedel doit orienter vers un dosage d'IgG4, mais un dosage d'IgG4 n'élimine pas un diagnostic de thyroïdite de Riedel. D'accord. Juste aussi pour se faire peut-être une idée un peu générale, par exemple, toi, dans ton expérience, tu as vu combien de patients avec des thyroïdites de Riedel pour essayer d'évaluer un peu la rareté de la situation? Et est-ce que dans la littérature, là, il y a eu récemment une série un peu plus conséquente qui a été revisitée au vu du concept de maladie à IgG4? Alors, pour répondre à ta question, dans le cadre de la préparation de cette présentation, j'ai eu l'occasion de revoir les observations du service et on a vu à Toulouse 7 observations de thyroïdite de Riedel. Ça, c'est la première chose. Il y a eu des revues de la littérature qui ont mis en évidence, je dirais, des séries entre 8 et 10, 12 patients sur 20, 25 ans. C'est quand même une affection très, très rare. Voilà. Hmm. Est-ce que je réponds à ta question, Lionel? Oui, tout à fait. Est-ce que tu penses que justement il faudrait essayer dans le contexte du GRT de revoir au niveau national un petit peu le paysage de cette maladie et de colliger les cas où il n'y aurait pas de révolution attendue de faire cet effort, ce Plutôt que de travail? voir, j'ai pas réfléchi à ça, mais à l'instant T, là, je dirais que plutôt que essayer de voir des observations anciennes, je crois qu'il y aurait la place dans une étude prospective des thyroïdites de Riedel que nous on serait amené à voir en France, à la fois pour mieux les caractériser sur le plan euh, immunocytochimique et en particulier dans le contexte de la pathogénie, en particulier des maladies à IgG4, et d'autre part d'être prêt pour évaluer d'autres thérapeutiques à côté de la corticothérapie, du tamoxifène ou du rituximab et les autres nouvelles thérapeutiques. Je crois qu'il faudrait plutôt mieux caractériser dans une étude prospective, mieux caractériser la thyroïdite de Riedel et être prêt à avoir des observations ou de mettre à la disposition des industriels des observations bien caractérisées pour évaluer d'autres thérapeutiques. Est-ce que je réponds à ta question, Lionel?
tout à fait. C'est Je- plus, à mon avis, que d'envisager une étude rétrospective, descriptive, qui ne va rien apporter par rapport à ce que je viens de rapporter dans la littérature. Mm, très bien. Bah, je crois qu'on est dans les temps, puisqu'il il est 14 heures. Donc, on avait dit que dans le cadre des webinaires du GRT, on essaierait de respecter absolument le temps. Je vois qu'il y a quelques questions supplémentaires qui ont été posées, mais encore une fois, excusez-moi, j'ai fait un petit choix, donc ne soyez pas frustrés. Et donc, merci à tous les intervenants, Julien Haroche, toi Philippe, et merci beaucoup à Athanasia Stoupa qui nous a donné le côté pédiatrique qui est important et cette relation pédiatrie-adulte est capitale. Donc, c'était super. Merci à tout le monde et puis on espère vous retrouver pour un prochain webinaire. Je crois que je peux l'annoncer, je ne dis pas de bêtises, Philippe, je parle sous ton contrôle. Le prochain, ce sera le post-ETA et qui est Ouais, prévu, je crois, un vendredi 6 décembre. exactement. Donc, notez déjà ça sur vos agendas et on vous y attend Et on tous. rapportera, il y aura cinq rapporteurs, 5 ou 6 rapporteurs qui présenteront les éléments essentiels du congrès de l'ETA d'Athènes de septembre 2024. Très bien. Merci à tous et puis bah, Merci. bon après-midi. À Bon bientôt. après-midi à tout le monde, bon week-end. Merci.